Alors, nous voilà de retour. Juste quelques précisions. Vous le savez évidemment, 2 500 000 personnes en situation d'illettrisme en France, soit 7% de la population. Une population qui va de 18 à 69 ans. La moitié des personnes en situation d'illettrisme a plus de 45 ans. Il y a énormément aussi de situations d'illettrisme en zone rurale. Autant dire que les profils des personnes en situation d'illettrisme sont très variés. C'est pourquoi aussi il faut faire intervenir différents acteurs pour détecter, mener à bien des actions, mener à bien des formations. Et de ces collaborations entre ces différents acteurs de la société civile et des pouvoirs publics, eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Et ces différents acteurs, je vais les appeler. Alors, nous avons Jean-Charles Pitot, directeur de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne, le général Philippe Pontiès, directeur du service national et de la jeunesse au ministère des Armées et de la Défense. Je tourne mes petites feuilles, je n'ai pas mon iPad comme tout à l'heure, c'est beaucoup moins pratique. Laure Kermen-Lecuir, qui est déléguée générale de la fondation du mécénat Groupe Aéroport de Paris. Hélène Grimbel, qui est secrétaire générale adjointe de la Ligue de l'enseignement. Thierry Cadar, secrétaire national CFDT. Nous avons également, puisque c'est une table ronde vraiment complète, maître Alexandre Duval-Stala, qui est avocat donc, et également président fondateur de l'IR pour en sortir. Je ne sais pas s'il est là, parce que je crois qu'il avait un petit retard de train. Isabelle Verrecchia, qui est déléguée générale de la Fondation M6, et Alexandra Gueff, directeur général adjoint du pôle rayonnement et services à la population région Île-de-France. Voilà, Alexandra Gueff, Hauts-de-France. Pardon, Hauts-de-France. Hauts-de-France. Voilà, merci à tous d'être ici. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est chacun d'entre vous va parler de son action, de son implication dans la problématique de l'illettrisme, de manière pas trop longue, allez, on va dire à peu près 5 minutes chacun, et ensuite ça permettra d'ouvrir le débat entre vous pour voir justement quelles sont les synergies, les actions croisées que vous pouvez mener ensemble. Et d'ailleurs, s'il y a éventuellement des questions de la salle, on pourra également les accueillir. Alors, on va commencer par le début, puisque j'avais un ordre d'interlocuteurs. Eh bien, ça commence par vous, Jean-Charles Pitot. Vous êtes directeur de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne. Vous avez un micro? Marche-t-il? Non, alors attendez, je vais vous donner un micro à chef, ça va être plus simple. Je crois que c'est bon. Ah bon, très bien, parfait. Et donc, expliquez-nous, vous, quel est votre rôle, peut-être dans la détection des situations d'illettrisme? Oui, en fait, par rapport à la mission d'une caisse d'allocation familiale, bien sûr, comme tout le monde le sait ici, la mission d'une CAF n'est pas à proprement parler la question autour de l'illettrisme. Le vrai sujet pour nous, c'est celui que nous a un peu relaté le sketch de tout à l'heure, c'est la relation entre nos gestionnaires, conseillers locataires et les usagers qui viennent dans nos organismes. Et bien évidemment, nous avons une vraie problématique qui est celle de l'accès au droit, liée à la complexité de la réglementation et liée à la manière dont nos usagers peuvent comprendre, appréhender. Et donc tous ceux qui ont des problématiques d'illettrisme sont confrontés à un problème relationnel avec la CAF. Donc on est à la recherche de solutions et de partenariats justement pour résoudre ces difficultés. Est-ce que vous pensez que certains allocataires ne le sont pas, justement parce qu'ils sont en situation d'illettrisme et que du coup ils sont rebutés par l'idée de remplir un formulaire, venir vous voir, etc. Je ne le pense pas, j'en suis convaincu. Ah oui. J'en suis convaincu parce qu'on sait tous que l'accès aux prestations sociales en France est d'une très grande complexité. Une caisse d'allocation familiale gère 29 prestations différentes et les conditions d'accès à ces prestations sont toutes différentes les unes des autres. Donc on a un vrai sujet d'accès au droit. On sait par exemple que par rapport à la question autour des minima sociaux, je pense à la région Hauts-de-France, mais toutes ces questions autour des minima sociaux, on sait qu'à peu près un tiers, 30 à 40% selon des évaluations, de personnes ne bénéficient pas du RSA alors qu'elles en bénéficient potentiellement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas allées jusqu'au bout de la démarche de demande de la prestation. Quelles actions vous mettez en œuvre pour pallier ce problème? Et puis par ailleurs, du coup, vous êtes, vous, CAF,
un détecteur potentiel de situation d'illettrisme. Est-ce que là aussi, les personnels qui travaillent notamment à la réception de ce public-là sont informés? Alors, je distinguerai deux types de publics. Je suis directeur dans un département qui est à la fois hyper urbain et hyper rural. La ruralité n'apporte pas les mêmes problématiques en termes de lutte contre l'illettrisme qu'en matière dans les zones très urbaines. Dans le domaine de la ruralité, une des réponses que nous essayons d'apporter, c'est certainement celle de l'utilisation, paradoxalement, du numérique. Le numérique est aussi un outil pour faciliter l'accès aux droits. On a pu le démontrer à travers les dernières prestations qui sont complètement dématérialisées, notamment la prime d'activité. Et grâce à cette dématérialisation, eh bien, on a un taux d'accès bien supérieur, sous réserve qu'on développe des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales. Et sur les zones rurales dans mon département, des très petites communes, il y a 600 communes, il y en a grosso modo une qui fait 500 000 habitants et qui représente une métropole, les 2/3 de la population, et le reste, ce sont des zones très rurales, voire montagneuses. Et là, il y a des partenariats avec les collectivités en développant ce qu'on appelle, nous, des points d'accès numériques où le personnel de la collectivité peut répondre aux attentes de ces publics. Sur les zones urbaines, la situation est d'une autre nature, avec une densité différente. Il y a la question autour des publics qui sont dans les quartiers dits politiques de la ville. Donc là, il y a des partenariats autour des contrats de ville qui sont signés avec la préfecture, le conseil départemental, la région, les différents partenaires impliqués. Et là, on est face à des situations qui sont quelquefois assez massives. À titre d'exemple, moi, j'ai des sites, quartier du Mirail, quartier des Isards ou Ampalo, qui sont des noms qui peuvent faire écho chez vous. Dans ces quartiers-là, nous sommes confrontés à une problématique d'illettrisme telle que nous avons dans l'agence de la CAF des écrivains publics. Ça n'est pas une réponse adaptée, j'en ai bien conscience, puisque ça n'est pas de la prévention, c'est simplement une manière de gérer cette problématique de la connaissance de la langue française, de la pratique de la langue française, mais c'est quand même une réalité. Ce que nous développons aussi, c'est des ateliers numériques, là, dans les centres sociaux des quartiers politiques de la ville, justement, pour aider les gens de ces quartiers qui sont en difficulté pour accéder à leurs droits, de pouvoir développer d'autres connaissances et de pouvoir accéder à certains droits avec des personnes qui les accompagnent. D'où l'utilité d'avoir ce partenariat, ce réseau associatif. Et puis, bien sûr, il y a tout le réseau partenarial avec lequel on a noué des conventions. C'est un réseau très, très dense, ATD Quart Monde, pour des publics extrêmement écartés de l'accès aux droits, avec souvent un refus d'entrer en contact avec les services publics. Il faut avoir conscience du fait que certains publics ont peur d'aller dans les services publics parce qu'ils sont en très grande difficulté. ATD Quart Monde joue un rôle de médiation très particulier. Toutes les associations caritatives, Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, et j'irais même au-delà de cela, les problématiques d'accès aux droits et d'illettrisme dans les prisons. Et donc là, on est sur des solutions qui, là encore, ne sont pas des solutions préventives, ce sont des solutions curatives. On sait que les publics les personnes qui sont incarcérées ou lorsqu'elles sortent de prison ont des conditions de suspension de leurs prestations, de réouverture des droits, et on a besoin de travailler autour de cela. Eh bien, ce que nous faisons, c'est que d'une part, nous allons dans les prisons pour rencontrer les personnes avant leur sortie, dans le cadre d'une convention signée, mais surtout, nous demandons à l'administration pénitentiaire de nous fournir des informations pour éviter que les personnes soient en situation de rupture de droit, ce qui n'est pas très engageant pour la personne. On se substitue à elle, mais c'est quand même un vrai sujet. Le dernier sujet que je voulais simplement aborder, qui me paraît important, c'est finalement, par rapport à nos gestionnaires conseillers locataires qui reçoivent chez nous à peu près 2000 personnes par jour dans nos accueils, pour eux, c'est quoi l'illettrisme? Et on s'est rendu compte qu'à travers un projet qu'on a appelé Le pied à l'encrier, on a travaillé avec des publics qui avaient besoin de retrouver justement le contact avec l'écriture. Donc on a travaillé ça dans notre partenariat avec les centres sociaux. On est allé jusqu'à leur proposer d'écrire des choses et de les mettre en scène dans un cadre théâtral. Et on s'est dit que finalement, nos gestionnaires conseils, eux, ils n'avaient pas conscience de ces situations que l'on peut vivre dans les quartiers particuliers de la politique de la ville. Et donc on a lancé une exposition interne uniquement dédiée au personnel pour qu'ils découvrent ce que l'on peut faire justement par rapport à
ce qu'ont pu réaliser ces personnes en difficulté, parce que l'idée, c'est de se dire que finalement, nos gestionnaires conseils, ils doivent avoir une vraie lisibilité par rapport à cette situation d'illettrisme. Je crois que c'est important de dire que l'illettrisme, effectivement, on doit en parler, on doit pouvoir mettre des mots et regarder les choses de manière positive, parce que notre souci, c'est justement de faire de la détection pour éviter que ces personnes se voient privées de leurs droits, alors que bien souvent, ce sont celles qui en ont le plus besoin. D'ailleurs, et pas seulement en termes de droits, d'ailleurs, vous pouvez devenir un acteur de détection pour faire des signalements auprès des associations et des organismes qui peuvent ensuite faire de la formation et de la prise en charge. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je pense que dans les années à venir, la multiplication des initiatives autour de ces problématiques de lutte contre l'illettrisme sera un vrai facteur de développement de ce qu'on appelle, nous, notre action sociale locale, justement pour pouvoir être en capacité de se créer. C'est l'enjeu de l'agence, hein, mais au niveau local, c'est aussi notre enjeu de se créer son réseau de partenaires qui puissent porter toutes les initiatives, puisque plus il y en aura, plus on sera sûr de couvrir la quasi-totalité des situations. Et c'est ça, personnellement, qui me semble être un enjeu. C'est un enjeu de mission de service public, parce que mon devoir, moi, en tant que directeur d'un organisme social, c'est de faire en sorte que chacun puisse accéder à ses droits. Donc c'est un sujet majeur pour moi, ce n'est pas du tout un sujet accessoire. Très bien. Alors, je vais passer la parole à votre voisin général Philippe Pontiès, donc directeur du service national et de la jeunesse au ministère des Armées. En matière de détection, vous êtes un des premiers maillons de la chaîne, si j'ose dire, puisque vous voyez passer des jeunes de 18 ans. Absolument, oui. Et nous nous inscrivons, nous aussi, dans une mission de service public. Nous recevons donc annuellement l'intégralité d'une classe d'âge au cours de cette journée de défense et de citoyenneté. Et il nous est fait obligation, de par la loi, de mettre en place un dispositif de détection des jeunes en difficulté de lecture ou des décrocheurs. Alors sur ce point particulier, nous travaillons bien évidemment en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, qui a en charge l'élaboration de l'outil. Et d'ailleurs, cet outil est en train d'être refondu. Le nouvel outil sera sans doute opérationnel dans quelques mois. Et cet outil nous permet effectivement d'identifier les jeunes en difficulté de lecture ou les décrocheurs. Les jeunes en difficulté de lecture non scolarisés ou les décrocheurs sont reçus en entretien individuel au cours de cette journée de défense et de citoyenneté. Nous en recevons donc à peu près 45 000 par an. Donc ça, c'est un premier pas d'identification. Et ensuite, nous avons un rôle d'accompagnement, puisque soit ces jeunes sont scolarisés et ils sont identifiés et leurs coordonnées sont transmises aux inspections académiques, aux directions de l'enseignement religieux ou aux directions de l'enseignement agricole, soit ils ne sont pas scolarisés et nous avons un entretien avec eux de deux choses l'une, soit ils se portent volontaires à titre individuel pour pouvoir bénéficier d'un des dispositifs que nous leur proposons. Il y a le SMA pour l'outre-mer, il y a le service militaire volontaire, alors service militaire adapté pour l'outre-mer, service militaire volontaire pour la métropole ou les établissements publics d'insertion dans l'emploi. Et nous avons des partenariats avec ces dispositifs-là pour, tout en respectant les dispositions légales et administratives, transmettre les coordonnées de ces jeunes. Soit ils ne sont pas volontaires pour ça, et ils sont automatiquement réorientés vers les plateformes de suivi des décrocheurs en région ou les missions locales. Vous, après, une fois que vous avez fait ce signalement, quel est votre rôle? Il s'arrête là? Alors c'est un peu oui, car au terme du Code du service national, nous n'avons pas d'action particulière. Alors cela dit, ça ne nous interdit pas quand même de nous inquiéter de ce qui se passe après. Nous avons recruté un certain nombre de jeunes en service civique dont la mission est précisément de suivre notamment les décrocheurs pour s'assurer qu'ils mettent bien en œuvre les engagements qu'ils ont pris, notamment dans les contacts qu'ils ont à prendre avec les structures qui vont être en charge de les accompagner. En complément des journées de défense et de citoyenneté, je voulais dire aussi que nous avons le service militaire volontaire, qui est un dispositif d'insertion professionnelle mis en place à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2018 et dont la vocation est de permettre à des jeunes en grande difficulté de retrouver un chemin vers l'emploi. Dans ces jeunes-là, il y a à peu près entre 5 et 10%, plus près de 10 que de 5 d'ailleurs, de jeunes qui ont objectivement des difficultés de lecture ou qui sont de réels décrocheurs. Et dans les modules du service militaire volontaire, c'est une formation aujourd'hui moyenne de 8 mois.
il y a 4 mois de formation dite militaire ou générale, et dans ce module-ci, nous avons à peu près 120 heures de remise à niveau de ces jeunes sur les fondamentaux de la compréhension, de la lecture et de l'écriture, et parfois du calcul aussi. D'accord, donc vous êtes à la fois dans la détection, mais aussi dans l'accompagnement. Oui, à une bien moindre échelle quand même, hein, parce que le service militaire volontaire ne concerne aujourd'hui qu'à peu près 1000 jeunes en flux continu, quand la journée de défense et de citoyenneté concerne 800 000. Oui, effectivement. Effectivement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Laure Kermen Lecuir, déléguée générale de la Fondation Mécénat Groupe Aéroport de Paris. Alors, vous, quelle est votre implication dans la lutte contre l'illettrisme? Alors, nous, on n'est pas sur la lutte contre l'illettrisme, mais sur la prévention, en fait, à la Fondation. Donc, on investit, en fait, à long terme. Hein. On commence à la maternité avec une association d'orthophonistes, du reste, d'Île-de-France, qui a une association qui s'appelle Un bébé, un livre, et qui va sensibiliser les mères à la maternité sur l'importance du langage, de la lecture dès la naissance, de façon à ce qu'ils arrivent en cycle d'apprentissage de la lecture avec un bagage de mots, avec une habitude déjà importante, et que l'apprentissage soit favorisé. Ensuite, on continue en soutenant des programmes coup de pouce clé que vous connaissez bien ici dans le Rhône, sur des clubs tout autour de nos plateformes. On intervient, nous, essentiellement autour de nos plateformes en France, donc Orly, Le Bourget, Roissy, et la même chose à l'international, puisqu'on gère une trentaine d'aéroports dans le monde, et donc sur le même principe, sur le même sujet. Donc prévention de l'illettrisme, éducation, prévention du décrochage scolaire. Hein. C'est vraiment les 3 axes d'intervention. Ensuite, on continue au collège pour accompagner des jeunes qu'on identifie en fin de 6e sur le décrochage scolaire avec les équipes éducatives, l'éducation nationale. On essaye de repérer justement ces jeunes qui sont vraiment sur le fil et qui sont en voie de décrochage. Et donc on les accompagne sur un programme assez complet. Et du reste, c'est l'Alliance pour l'éducation qui regroupe 11 fondations d'entreprises sur ce sujet-là qui accompagnent, avec une implication des salariés qui sont tuteurs et qui suivent les gamins jusqu'en 3e, avec pour objectif de les amener vers une orientation qui ne soit pas subie. Et donc en fait qui n'est pas décroché entre-temps. Voilà. Et on est en train là de créer, donc à l'initiative d'Aéroports de Paris, un fonds de dotation qui va tenir son premier conseil d'administration ce mois-ci, de la communauté aéroportuaire de Paris, et donc qui regroupe en fait une grosse partie des entreprises qui composent la communauté aéroportuaire. Et donc on est quand même 100 000 salariés sur ces 3 plateformes. Et dont un des objectifs majeurs va être là, pour le coup, d'être sur l'autre partie, le post-16 ans, et dans nos entreprises, dans nos propres entreprises, pour repérer et accompagner les personnes qui sont en situation d'illettrisme, et pour les jeunes qui sont là, pour le coup, plutôt en décrochage scolaire, sachant que nos 3 plateformes parisiennes sont vraiment au milieu de quartiers politiques de la ville. Ils sont très jeunes, on est sur 2 des départements les plus jeunes de France. Et donc essayer de faire en sorte que... alors j'allais dire, c'est un peu un mécénat aussi finalement très intéressé. C'est pas, nous on sait à peu près quel va être le développement du nombre de passagers à 15 ans. On va à peu près prendre 30-35 millions de passagers supplémentaires, et 1 million de passagers, c'est 4 000 emplois nets sur le territoire. Donc on sait qu'on va avoir des besoins de recrutement extrêmement forts sur des nouveaux métiers liés au drone, liés au surdigital, à la 5e dimension, ce que vous voulez. Donc, on essaye d'anticiper. Alors qu'on a des jeunes sur nos territoires qui ne demandent qu'à travailler et avoir les bonnes orientations, on essaye d'anticiper, de les accompagner vers une insertion professionnelle la plus qualifiée possible et dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Hélène Grimbel, vous êtes secrétaire générale adjointe de la Ligue de l'enseignement. Donc là aussi, vous faites, vous, de la détection, mais également de la prévention. Oui. Voilà. Vous couvrez un domaine assez large, pour le coup. J'en dis un mot ? Ah bah oui, évidemment, vous êtes là pour ça. Très rapidement. Le plus rapidement possible pour une dame honorable qui a fêté ses 150 ans l'année dernière. Alors l'histoire est longue, je vous épargne l'histoire. Mais dire quand même que la Ligue de l'enseignement, c'est peut-être
deux façons, on peut la caractériser de deux façons. C'est un grand mouvement complémentaire de l'école publique. Dès l'origine, Jean Massé a lancé un appel aux citoyens, aux républicains, pour installer une société démocratique, et pour cela, il fallait avant tout consacrer des moyens à l'éducation. Donc les ligueurs se sont battus pour installer des écoles publiques. Ce qui reste de cette histoire, c'est que nous sommes complémentaires de l'école publique et nous intervenons avec des bénévoles et des professionnels dans les écoles, les lycées, les collèges, au cœur du temps scolaire ou dans les activités périscolaires. La formation des délégués d'élèves sur les questions de citoyenneté, l'accompagnement à la scolarité, qui est un dispositif qu'on partage avec les pouvoirs publics et des partenaires institutionnels, évidemment l'éducation artistique et culturelle, l'accès au sport, les questions de santé, etc. etc. Et là, on est vraiment en soutien à un grand service public d'éducation. Et puis par ailleurs, la Ligue, c'est une fédération de 30 000 associations qui partagent une préoccupation éducative. Alors ces associations, elles sont sportives, culturelles, environnementales, etc., etc. Mais elles vont retrouver dans la Ligue un message sur l'éducation et sur l'idée qu'on contribue tous, là où l'on est, professionnels ou bénévoles, à la formation du plus grand nombre. L'idée aussi de la Ligue ou des mouvements d'éducation populaire, c'est de contribuer à la formation initiale, mais aussi à la formation tout au long de la vie, avec une préoccupation pour la Ligue, mais aussi dans l'éducation populaire en général, qui est une préoccupation d'accès du plus grand nombre à la connaissance et à la culture. Alors on n'a pas d'action en tant que telle de lutte contre l'illettrisme, dans un premier temps, mais depuis très longtemps, on développe des actions qui à un moment se coltinent cette question de l'illettrisme ou cette difficulté de l'illettrisme pour faire qu'un citoyen ait accès à l'ensemble de ses droits, vive sa vie de citoyen, participe à la vie publique. À un moment, il y a en effet cette difficulté d'illettrisme. Et en même temps, vous me disiez tout à l'heure que faire de l'accès à la culture, l'accès au sport, etc., ça participait aussi de cette lutte, évidemment. Alors oui, complètement. Et puis, on fait des choses plus précises autour de cette problématique de l'illettrisme sur le repérage ou la détection. Quand on fédère 30 000 associations, plus de 500 000 responsables bénévoles, quand on forme des dizaines de milliers de jeunes gens chaque année au BAFA, ou alors quand on gère des centres de vacances qui accueillent des familles tous les étés, on a là sous la main des tas d'acteurs éducatifs qui, s'ils sont formés et sensibilisés, peuvent être capables de repérer, d'être dans un comportement bienveillant et peut-être de pouvoir orienter sur. Et puis notre deuxième action, elle est très directement d'accompagner, de prendre en charge des personnes en situation d'illettrisme, parce que dans notre histoire, nous avons créé il y a une trentaine d'années de nombreux organismes de formation professionnelle, et l'INFREP notamment. Nous voyons nous accueillons chaque année quasiment 50 000 stagiaires, et nous sommes l'un des 6 ou 7 organismes en France agréés CLEA. Et donc là, il y a tout un travail, une fois qu'ils ont été repérés, d'accueil de ces stagiaires et d'accompagnement. Et là, c'est très clairement lié à une action de lutte contre l'illettrisme ou de prise en charge ou d'accompagnement. Très bien. Là, c'est plus une action directe sur le sujet qui nous intéresse. Mais on voit que vous avez un panel d'outils assez large de votre côté. Alors, c'est toute la difficulté, et je pense que c'est le chemin qu'on a parcouru depuis une dizaine d'années. La première convention signée par la Ligue avec l'ANCLI, c'est en 2006. Et je trouve que ce que nous avons parcouru comme chemin, c'est que nous arrivons mieux à dire et mieux à argumenter en quoi il ne faut peut-être pas créer des dispositifs particuliers, mais en quoi nous devons nous battre pour l'accès d'une catégorie très particulière de citoyens aux droits communs. Alors c'est ce qu'on revendique depuis le début, c'est que la culture, elle doit être accessible au plus grand nombre, l'accès à la connaissance, ça se travaille tout au long de la vie pour l'ensemble des individus ou l'ensemble des citoyens. Il y a parfois des modalités d'accompagnement particulières pour certains publics, mais dans tous les cas, le chemin vraiment qu'on a parcouru, c'est cette idée d'accès aux droits communs. L'autre point important peut-être que nous avons réussi, c'est de parvenir à en parler assez librement, en fait, aussi. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Un progrès. Oui.
Thierry Cadar, vous êtes secrétaire national CFDT. À ce titre, vous, c'est plus via l'entreprise que vous intervenez et que vous pouvez détecter également et proposer des solutions. Alors, pardon, ça marche là, oui. Oui. Le point de départ, évidemment, de l'action syndicale, c'est l'entreprise ou l'administration. Et c'est évidemment là qu'on est en contact le plus direct avec les salariés. Et c'est vrai qu'on mène une action de sensibilisation de nos équipes syndicales à la question de l'illettrisme pour qu'ils soient eux aussi des agents détecteurs, si je puis dire, de la difficulté. Et on les équipe aussi. On a un dispositif qu'on appelle le kit SPP, c'est une série de fiches pour l'action syndicale dans lesquelles il y a des fiches spécifiques sur la question de l'illettrisme pour détecter. Et ensuite, parce que évidemment nous ne sommes pas pour autant des acteurs directs de la remédiation ou de la prévention aussi, on peut l'être finalement dans le cadre de notre activité syndicale d'une certaine façon. Mais sur la remédiation, là-dessus, il faut bien sûr aller chercher les ressources là où elles existent et mettre en rapport nos équipes avec les associations, avec les différents partenaires qui peuvent travailler. Ça, c'est notre action à l'intérieur de l'entreprise. C'est évidemment le point de départ, le point central. Mais évidemment, le syndicalisme, c'est aussi présent, par exemple, dans les branches professionnelles. Et nous sommes des acteurs importants les organisations syndicales sont des acteurs importants de la politique de la formation professionnelle dans une branche. On siège au sein des OPCA. Les OPCA, c'est les organismes qui collectent la ressource de la formation professionnelle et puis qui la redistribuent d'une certaine façon par le biais des actions de formation qu'elles peuvent financer. Et là-dessus, nous avons, nous, une volonté de ne pas perdre de vue que la formation professionnelle, ça rejoint un petit peu le discours de la Ligue de l'enseignement d'une certaine façon, ça doit être ouvert à tout le monde. Vous savez, un des reproches principaux qu'on fait dans la formation professionnelle continue en France aujourd'hui, c'est que quelque part, si on regarde les chiffres, hélas, elle a tendance à aller arroser là où c'est déjà mouillé, comme on dit, oui. C'est-à-dire à aller compléter des formations de personnes qui ont déjà des bagages de formation importants ou qui sont déjà dans des dynamiques professionnelles positives et à laisser de côté ceux qui, justement, en auraient sans doute le plus besoin. Et donc, il faut qu'on ait, nous, organisations syndicales, ce regard-là, cette volonté d'avancer sur ces politiques-là. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que nous sommes engagés au-delà des branches dans la définition de ce qu'est la formation professionnelle continue. On est des acteurs importants. Il y a des négociations régulièrement sur les évolutions de la formation professionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas un scoop. Je vous annonce que le sujet va revenir très bientôt sur le devant de la scène. Nous, notre axe principal, toujours dans l'idée de l'émancipation des salariés, dans l'idée de bâtir, de sécuriser les parcours professionnels, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus que la formation s'enferme dans la branche, parce que les métiers évoluent, parce que justement, alors bien heureux ceux qui peuvent prévoir leur activité à 15 ans, je vous félicite, mais en même temps, ce n'est pas le cas le plus répandu. Donc assez souvent, les salariés sont confrontés à des réorganisations, à des redéploiements. La question de garder les capacités d'apprentissage quand on est sur un lieu de travail, c'est une question fondamentale et qui n'est pas directement dans le viseur, enfin, d'un point de vue naturel, dans le viseur des politiques de formation professionnelle telles qu'on les construit. Mais ce matin, d'ailleurs, le témoignage d'Aline était assez frappant là-dessus, puisqu'elle disait qu'elle, qui était en situation de difficulté, demandait des formations et on lui proposait des formations très concrètes pour passer de tel métier à tel métier. Or, parfois, il y a besoin de formations justement à la lecture, des formations plus générales pour remettre le pied à l'étrier. Tout à fait. Un des fils directeurs de ce qu'on essaye de porter dans le cadre de la formation professionnelle, c'est justement d'aller chercher ces publics là où ils sont. Et donc, en particulier, quelquefois, avant de rentrer dans les processus de formation tels qu'on les a définis, eh bien, il y a des prérequis, des préalables. On a parlé du dispositif Cléa tout à l'heure, sur lequel nous nous sommes profondément engagés pour essayer qu'il soit le plus possible proposé et financé, d'ailleurs, dans le cadre des plans de formation ou du CPF des personnes. Donc, il y a la question et le Cléa, c'est, en gros, on va dire, assurer les savoirs fondamentaux. Mais on sait bien aussi qu'avant même de rentrer dans le dispositif Cléa, il y a aussi besoin, quelquefois, d'intervention en amont sur la question de l'illettrisme. Et là-dessus, il faut vraiment que notre système de formation professionnelle prenne en compte l'ensemble des personnes
à la fois donc appuyer bien sûr sur les stratégies des entreprises, les stratégies des branches, mais soit capable de voir au-delà. C'est un petit peu un des leitmotifs qu'on porte de façon régulière sur le sujet. Merci beaucoup. Et si je puis parce que on s'aperçoit aussi, parce qu'on est aussi présent, hein, vous le savez, dans d'autres institutions, les Césaire, les CESE, etc. On est aussi un acteur de la société civile. Dans les débats qu'on a à ces différents niveaux-là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avancer sur ces sujets seul, chacun dans son coin. Et donc c'est pour ça qu'on est très engagé dans la démarche de la NLLCI, parce qu'on pense qu'on a là l'exemple même de ce qui permet de mettre ensemble les initiatives. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure à la Ligue de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le foisonnement d'initiatives qu'on a sur ce sujet-là et mettre en rapport tous ceux qui sont investis sur la question. On a un cadre là qui fonctionne bien et je pense qu'on a une politique publique pour le coup qui est quand même qui a des résultats positifs. D'ailleurs, je plaide pour qu'on fasse à nouveau une évaluation de ce qu'elle produit. Et il faut continuer sur ce travail-là. C'était vraiment la manière dont on a pu ces dernières années mettre ensemble les énergies autour de ce sujet-là. Je pense que c'est exemplaire. Très bien. Croiser les expériences. Maître Alexandre Duval-Stala, vous nous avez rejoint, vous aviez un petit problème de retard de train. Vous êtes donc avocat, mais aussi président fondateur de Lire pour en sortir. Alors vous, c'est l'illettrisme en prison plutôt qui vous intéresse. Tout à fait, effectivement, par, j'allais dire, déformation professionnelle, puisque je suis avocat, donc et j'ai notamment défendu un certain nombre de personnes devant des juridictions. Pour des délits ou pour des crimes. Et ce qui m'avait frappé, en fait, lorsque je défendais un certain nombre de personnes, notamment aux assises, c'était de voir comment ces personnes-là, en fait, n'arrivaient pas à verbaliser à la fois ce qui leur était arrivé, à la fois ce qu'ils avaient fait aux autres, et même de verbaliser d'une certaine manière l'empathie qu'ils auraient dû ou pu avoir vis-à-vis notamment des victimes. Et en fait, lorsque vous vous retrouvez face à cette situation, la première réaction, c'est de se dire qu'on a en face de soi des têtes de pioche qui ne comprennent rien et en fait que d'une certaine manière la condamnation qui les attend est assez méritée. Et en fait on réalise que le vrai problème de ce public entre guillemets défavorisé, c'est que justement ils ont accumulé en fait tout au long de leur parcours des difficultés et notamment des difficultés à la fois scolaires, éducatives et culturelles. Et en fait, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé pour les personnes détenues, donc les personnes condamnées, d'insertion économique, d'insertion sociale, mais on n'avait jamais parlé, enfin, on est rarement innovant dans ces matières, mais on n'avait pas mis au cœur, à mon avis, de cette priorité de réinsertion des personnes, la réinsertion culturelle. Et en fait, c'est vraiment ce qui détermine toutes les autres. C'est-à-dire que vous pouvez être un très très bon, faire des insertions sociales ou des insertions économiques de manière très performante, mais si la personne que vous avez en face de vous ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas remplir un CV, ne sait pas se comporter en public, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Et une des causes d'ailleurs de la délinquance, puisqu'on on fait aussi œuvre, j'allais dire, pédagogique, c'est-à-dire que il y a quand même le public, j'allais dire, en milieu pénitentiaire, et pour 65% des gens qui sont là pour des périodes de moins de 3 ans, pour des vols, des violences ou des stupéfiants. Donc ce sont quand même une délinquance qui est très typée et très limitée, même si elle entraîne beaucoup de difficultés. Mais elle est aussi des causes extrêmement connues, à la fois donc la déscolarisation. Il y a 76, j'ai les chiffres là, 76% des personnes qui sont en détention n'ont pas le niveau CAP et 32% des difficultés de lecture, en sachant qu'on a à peu près 11% de problèmes d'illettrisme détectés en détention. Donc en fait, les vraies causes de cette petite délinquance, elles sont avant tout culturelles, éducatives. On a beaucoup donc de gens qui décrochent dès le collège. Et on est parti sur cette espèce d'aventure un peu folle, de dire que, sur un exemple brésilien,
qu'on allait apporter le livre en prison. Alors le livre existait déjà en prison, la lutte contre l'illettrisme existe déjà en prison, mais oui, en fait... il y a des bibliothèques. Il y avait, voilà, à partir dans les années 80, un grand plan avec toutes les bibliothèques publiques ont été mis en place, des conventions ont été signées. Voilà. La seule difficulté, c'était un peu le parent pauvre, j'allais dire, et Dieu sait s'il y a beaucoup de parents pauvres en détention, c'était la bibliothèque. Parce qu'en fait, l'accès à la bibliothèque est très compliqué, il faut demander une autorisation, alors quand vous ne savez pas écrire, c'est compliqué de demander une autorisation écrite. Et puis surtout, en fait, vous aviez des fonds des bibliothécaires qui avaient beaucoup vieilli, des accès qui étaient limités, et donc finalement, peu de gens allaient à la bibliothèque, si ce n'est pour jouer aux cartes. Et donc nous, notre programme fait que c'est un programme personnalisé de lecture, où le livre est offert à chaque détenu, directement en détention. Donc la seule démarche qu'il a à faire, c'est de rencontrer en fait un bénévole de l'association, de choisir avec lui des livres, et ensuite de rentrer dans ce processus. Mais bon, ce processus, il est pour, j'allais dire, des lecteurs soit débutants, soit confirmés. Et ensuite, il y a une deuxième mission de notre association qui est effectivement l'aide au soutien à la sortie de l'illettrisme, puisque l'illettrisme est pris en charge par l'administration pénitentiaire, notamment par les enseignants, qui repèrent les profils défaillants, et qui ensuite, notre rôle, nous, c'est en soutien des enseignants, d'apporter effectivement ces livres qui permettent justement l'accès à la lecture, puis à la culture. Très bien. Je vais passer la parole à Isabelle Verrecchia, qui est déléguée générale de la Fondation M6, qui a pour mission les prisons au sens large, principalement la réinsertion. Et Isabelle, vous aussi, par le biais de la Fondation M6, vous œuvrez à la lutte contre l'illettrisme, puisque c'est un problème récurrent en prison. Effectivement, alors la Fondation M6, juste quelques mots, elle existe depuis 7 ans et elle a pour objectif de permettre la réinsertion des personnes qui ont pu connaître un épisode carcéral avec 2 grandes missions, qui est la lutte contre cette récidive sur le terrain, donc avec un certain nombre de partenaires associatifs, pénitentiaires, et aussi de favoriser le décloisonnement en fait, entre le monde pénitentiaire et la société civile. Et parmi nos axes d'intervention, il y a effectivement la lutte contre l'illettrisme. Comme le disait Alexandre Duval-Stala, alors il y a effectivement 11% de personnes en situation d'illettrisme en prison et un peu plus de 30% qui échouent et qui sont en grande difficulté de lecture et d'écriture au test d'entrée, puisque chaque personne qui rentre en détention va passer par ce qu'on appelle un quartier arrivant, et où là, les enseignants de l'éducation nationale sont présents, et on va leur faire passer des tests. Donc on les détecte aussi, la prison est aussi un lieu où on peut détecter aussi les situations d'illettrisme, en tout cas les grandes difficultés par rapport à la lecture et à l'écriture. Notons que donc le taux d'illettrisme est plus important en prison que dans le reste de la population. Que la moyenne nationale, effectivement, en France. Et donc, comment à un moment on peut se réinsérer quand on ne sait déjà pas remplir un formulaire, puisque quand on sort de prison, il faut effectivement refaire toutes les démarches administratives pour une carte vitale, les allocations, le RSA. Donc c'est forcément nécessaire d'avoir ce qu'on appelle effectivement ces compétences de base pour se réinsérer. Mais c'est aussi important pour vivre son incarcération, parce qu'en prison, tout passe par l'écrit. C'est-à-dire que ce qu'on appelle cantiner, c'est-à-dire aller commander, acheter des produits de toilette, les choses du quotidien, son paquet de cigarettes, passe par l'écrit. C'est-à-dire que c'est une fiche, il faut savoir lire, il faut savoir quel est l'endroit où il faut cocher, prendre un rendez-vous chez le médecin aussi, tout passe par l'écrit en détention. Donc c'est aussi un moyen de mieux gérer cette détention, que de lutter contre l'illettrisme. Et donc nous, du coup, pourquoi une fondation d'entreprise va sur ce sujet-là? Parce qu'on travaillait déjà avec des enseignants de l'éducation nationale. Donc il faut savoir que dans chaque prison de France, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui sont présents tous les jours et qui font cours. Et en fait, on a souhaité avec eux et avec l'administration pénitentiaire monter un concours d'écriture pour les personnes en situation d'illettrisme. Alors au départ, c'était destiné à ceux qui étaient en situation d'illettrisme, mais pas que. On l'a aussi ouvert à ceux qui avaient la volonté d'écrire. Et pourquoi ce concours? Alors il s'appelle Au-delà des lignes. Ce concours a aussi pour vocation d'amener les personnes détenues en difficulté de lecture et d'écriture à voir les mots de manière autre, c'est-à-dire qu'il y a les mots nécessaires pour le quotidien, pour la réinsertion,
mais c'est aussi écrire pour le plaisir d'écrire, en fait. Et c'est aussi un moyen de leur permettre de retrouver un rapport aux mots différent de ce qu'ils peuvent avoir souvent à l'extérieur. Le plaisir d'écrire, en fait, tout simplement. Donc ce concours d'écriture se fait en partenariat avec l'Éducation nationale, puisqu'il y a des ateliers d'écriture qui sont animés par des enseignants. On a mis en place évidemment un jury, puisqu'il y a des lauréats à l'issue de ce concours. Ce jury est composé de personnes qui ont un rapport aux mots, c'est-à-dire des écrivains, des journalistes, des metteurs en scène, des scénaristes. Et c'est aussi un moyen pour nous, quand je vous disais au début, de décloisonner en fait l'univers carcéral et la société civile, c'est d'amener en fait ces personnes-là derrière les murs. Et je pense que là, on est sur ce public en situation d'illettrisme en prison sur un double isolement. On sait tous que l'illettrisme, être en situation d'illettrisme, c'est une situation d'isolement pour les personnes. Et les personnes incarcérées, elles ont double peine. Il y a l'isolement lié à l'illettrisme et il y a l'isolement aussi lié à l'incarcération. Donc là, ce jury vient, au-delà de remettre des prix et de désigner des lauréats, vient en détention à la rencontre de ces personnes-là sur des ateliers d'écriture pour échanger avec eux sur leur rapport aux mots, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on donne accès quelque part aussi à la culture. Quand on donne accès à un écrivain, on donne aussi accès à la culture. Et souvent, ces personnes-là leur disent, quand elles viennent à leur rencontre, mais pourquoi vous venez nous voir ? Enfin, on ne sait pas écrire, on est incarcéré. Et donc là, il y a un réel échange qui se fait et qui permet aussi à ces personnes-là de voir que le cheminement vers l'écriture, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Parce qu'on a un certain nombre d'écrivains qui viennent parler de leur parcours et il ne faut pas forcément avoir fait des grandes études pour écrire. Donc ça, c'est des choses aussi où à un moment, on va démystifier aussi un petit peu ce rapport à l'écriture et permettre du coup à ces personnes-là un peu le lâcher-prise par rapport à l'écriture. Alors évidemment, on se dit comment des personnes qui sont en situation d'illettrisme peuvent écrire. Donc les enseignants mettent en place un certain nombre de procédés pour les amener justement vers ça. Et on peut, sur les personnes qui sont vraiment en situation d'illettrisme avérée, être sur ce qu'on appelle de la dictée au maître, c'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va écrire à la place d'eux, mais c'est bien les mots de la personne qu'on retranscrit. Et à la fin, l'ensemble des participants, on publie, on édite, nous, un recueil avec l'ensemble des textes des participants. Et ça, symboliquement, c'est très fort. Et on remet ce recueil à chacun d'entre eux. On en a fait un bel objet, un vrai livre à part entière. Et en fait, ils ont leurs textes à eux, publiés parmi l'ensemble de ces textes. Donc ça, en tout cas, quand on va dans les établissements pénitentiaires, on se rend compte que ça, c'est quelque chose d'important, au moment de se dire, j'ai été capable de produire quelque chose, et il est là, et c'est concret, et on peut l'emmener au parloir, le montrer à la famille, aux enfants, enfin voilà, avoir cette fierté autour de ce qu'on a pu écrire. Merci. Précisons tout de même que les lauréats du concours d'écriture ont comme prix une formation. Effectivement, qu'on finance au niveau de la fondation avec un ensemble de partenaires au niveau qu'on adapte vraiment à chaque lauréat, au niveau du territoire, qui sont soit sur la continuité de l'apprentissage des savoirs de base, soit autour de la formation professionnelle. Alors, Alexandra Gueff, vous êtes directrice, j'avais dit directeur, mais on va dire directrice. C'est mieux. Directrice générale adjointe pôle rayonnement et services à la population dans la région Hauts-de-France, qui a comme particularité d'avoir un taux d'illettrisme quasiment similaire à celui que l'on trouve en détention, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que c'était 12% de taux d'illettrisme. C'est plus important que dans l'ensemble des régions de France. Oui, effectivement, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire un parallèle pour autant. Je sais que ce n'était pas votre volonté. Non. Mais effectivement, la région des Hauts-de-France a pour particularité d'avoir à peu près 12% de sa population qui est touchée par l'illettrisme. Depuis son arrivée à la tête de la région, le président Xavier Bertrand a donc mobilisé l'ensemble des équipes, tant les élus que son administration, pour décréter un plan de lutte contre l'illettrisme. Et je veux saluer ici également la volonté du préfet de région parce qu'ils avancent main dans la main sur ce sujet et je crois que c'est très important que toutes les énergies soient mobilisées. Alors,
comment ça se traduit très concrètement pour une collectivité comme la nôtre? Sans avoir l'immodestie de faire la synthèse de toutes les interventions, il est évident qu'elles entrent toutes en résonance avec l'action régionale qui est la nôtre. Alors en premier lieu, évidemment, une grande partie de nos financements de la lutte contre l'illettrisme sont positionnés sur la formation professionnelle, puisque c'est l'une des premières compétences d'une collectivité régionale comme la nôtre. Le budget formation lutte contre l'illettrisme représente 8% du budget formation par an. En revanche, je crois que la nouveauté, et sinon la vertu, mais en tout cas le point positif de notre démarche actuelle est d'essayer de donner de la cohérence entre les différentes actions et les différents financements régionaux qui sont consacrés à la lutte contre l'illettrisme, et aussi cette volonté d'investir massivement le champ de la prévention. Nous pourrions nous contenter de rester sur la partie formation professionnelle, curative en quelque sorte, et donc sa traduction concrète qu'est la formation professionnelle. Mais l'illettrisme, nous avons choisi de faire en sorte qu'il vienne interpénétrer l'ensemble, quasiment l'ensemble des politiques régionales, qu'il s'agisse de la culture que vous évoquiez tout à l'heure, de l'éducation, madame, cela va de soi, la formation pour des publics particuliers, la jeunesse, la santé, puisque vous parliez d'accès aux droits tout à l'heure, on peut évoquer l'accès aux soins, le numérique, l'une des transpositions de l'illettrisme est l'illectronisme, et qui est une barrière tout aussi importante. Forcément, pour nous, un public de lycéens, d'apprentis et de personnes qui font appel à de la formation professionnelle. Donc, le souhait est de mieux faire dialoguer l'ensemble de nos politiques pour qu'elles soient autant d'effets leviers pour cette lutte-là. Et je crois que c'est une mini-révolution pour une collectivité comme la nôtre, mais cela vient aussi refléter ce que nous venons d'afficher ensemble, à savoir le besoin de travailler tous ensemble. Parce que nous n'aurons jamais assez d'énergie, ou trop d'énergie plutôt, pour lutter contre l'illettrisme. Chacun est absolument essentiel là où il est. Autant le monde associatif que les pouvoirs publics, évidemment les partenaires sociaux, que les entreprises et toutes les démarches individuelles de la société civile, à nous de nous mettre au service de cette cause et de monter en financement aussi. C'est une de nos ambitions pour donner le fuel, en quelque sorte, nécessaire aux uns et aux autres d'agir au quotidien. Finalement, la NLCI essaye de fédérer les énergies. C'est la solution contre l'illettrisme. Ça ne sert à rien d'avoir un acteur unique. Ça ne fonctionnerait pas. Qui veut répondre? Alors, il y a des micros normalement, mais j'en ai d'autres là. Attendez, je vais les distribuer. Non, ça y est, je suis équipé, merci. Oui, enfin, je partage absolument le diagnostic qui a été posé par tous pour dire qu'il n'y a pas une solution. Et je crois que l'un des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est celui de l'échange des bonnes pratiques, mais sur un temps régulier. Alors la NLCI joue un rôle, et je le salue d'ailleurs, ce rôle très important en la matière. Et on peut imaginer des choses beaucoup plus locales, et madame, vous venez de l'illustrer de fort belle façon. J'ai en tête, il me semble que c'est sur Poitiers, une initiative qui conduit à mettre en place un comité de pilotage qui, tous les 3 mois, tous les 6 mois, réunit l'ensemble des acteurs locaux en charge de ce sujet. Et je pense que c'est très productif parce que ça permet de croiser les regards, mais de croiser surtout les pratiques. Et je crois qu'on le fait, mais on ne le fait pas suffisamment souvent. Et en même temps, ça permet aussi peut-être de réfléchir collectivement à la mise en place de pratiques un peu unifiées, parce qu'on ne peut que se féliciter de voir ici ou là, évidemment, fleurir des initiatives, mais il faut qu'il y ait, vous avez parlé de cohérence, madame, tout à l'heure, je pense qu'on a un problème de cohérence quand même d'ensemble, c'est-à-dire que tout ça est très efficace, ça a été dit tout à l'heure, nous progressons, je pense que ça pourrait l'être plus, et ça pourrait l'être plus aussi dans la façon que nous avons de poser les diagnostics.
Toujours dans cette partie Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi des initiatives pour la formation des agents des collectivités territoriales, pour faire en sorte que ces agents soient formés, sensibilisés à la détection de l'illettrisme. Donc, qu'il s'agisse de poser un diagnostic ou qu'il s'agisse ensuite de répondre à ce diagnostic par une action, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire, bien qu'il faut quand même reconnaître que beaucoup a été fait déjà. Ce qu'il faut peut-être aussi ajouter, c'est qu'en fait, c'est un peu un combat de tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la ténacité et durer, parce qu'effectivement, j'imagine que dans les formations précédentes, cette question a aussi été posée, qu'elle a peut-être été pas forcément une priorité des exécutifs précédents, mais qu'elle l'a été un moment. Et donc c'est vrai que la grande difficulté pour nous tous, c'est pas tant les débuts, parce que finalement dans les débuts on est assez enthousiaste, plein d'élan, et voilà. C'est effectivement de durer. Et le problème c'est effectivement de mettre en place dans la durée des systèmes qui sont à la fois des systèmes qui permettent la prévention et la détection, parce que c'est extrêmement important d'avoir ces outils-là. Et puis que sur le long terme, en fait, tout ça puisse continuer à marcher. Isabelle parlait très justement de ces ateliers. Nous, on en a fait également, et on voit tout à fait, en fait, la transformation profonde de la considération, en fait, que ces personnes retrouvent en écrivant même des petits textes, tout ça. Et ça vaut, bien évidemment, j'allais dire pour notre partie, mais ça vaut pour toutes les parties, c'est-à-dire cette valorisation de ces publics défavorisés, parce que, bien évidemment, c'est toujours les mêmes, en fait, qui souffrent de ces difficultés-là. Ce ne sont pas ceux qui ont été favorisés qui souffrent de problèmes d'illettrisme. Et donc, c'est extrêmement important que ces efforts sur la durée soient maintenus. Et c'est là, en fait, à la fois le grand enjeu et puis aussi la grande difficulté, parce que bien évidemment après vous avez des priorités qui changent et les priorités parfois politiques peuvent changer, et donc ces efforts ne sont pas toujours suivis. C'était un peu le cas en matière pénitentiaire, c'est qu'il y a eu effectivement un grand mouvement dans les années 80-90, puis finalement l'administration pénitentiaire fait face à d'autres difficultés, ce qui ne retire rien, bien évidemment, à ce qui existe aujourd'hui, ce qui est fait. Et effectivement, les enseignants et même tout le personnel de l'administration pénitentiaire essayent tant bien que mal, avec les moyens qui sont les leurs, de faire le maximum. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de durer. Et c'est tous ces outils qu'on met en place, le vrai défi, en fait, c'est de durer. Oui. Je tente de répondre à votre question directe. Alors, surtout pas un opérateur unique qui serait le spécialiste de l'illettrisme, pardon. Ça n'a pas de sens, parce que il ne s'agit que d'histoires d'individus, de parcours particuliers, parce que l'illettrisme se détecte et se traite, pardon pour le terme, toujours dans des cas particuliers. On peut ne rien repérer d'un individu en situation d'illettrisme quand il est en activité professionnelle et le repérer ailleurs, ou l'inverse. Et donc c'est bien la multitude de tous ceux qui interviennent dans la vie d'un individu, quel que soit cet individu, qu'on peut réussir à repérer et à lancer une dynamique d'accompagnement si c'est coordonné quelque part. Et c'est là qu'il y a la politique publique, et c'est là qu'on a besoin d'une volonté publique, d'une politique publique forte à l'échelle nationale, mais comme à l'échelle locale, à l'échelle d'un conseil régional. Il nous faut des cadres de discussion, des cadres de cohérence. Alors, cadres dans lesquels on va pouvoir dire ensemble ce que c'est qu'une action de détection et de repérage, dire comment on agit, vérifier que les moyens dont tous les acteurs bénéficient vont bien s'installer dans la durée, et puis un cadre aussi dans lequel on va pouvoir régulièrement parler d'évaluation. Est-ce que ce qu'on fait contribue bien à ce qui nous intéresse là, qui est de faire reculer le taux d'illettrisme en France? Et pour parvenir à une politique publique qui est en fait un cadre d'accompagnement, de soutien de tous les acteurs de terrain qui vont faire ça, on a besoin de la société civile organisée, on a besoin des citoyens, et je pense que c'est le rôle tant des syndicats que des associations, qui est d'aller mobiliser des citoyens pour qu'ils changent de regard sur... Et ce qui me fait dire ça, c'est ce que vous avez dit à propos du milieu pénitentiaire. On fera évoluer une politique publique pénitentiaire ou une politique publique de lutte contre l'illettrisme quand on aura changé le regard des citoyens, et que ces citoyens-là demanderont à ce qu'on agisse. Et en fait, mettre en contact le plus possible
la population française avec des cadres de vie particuliers comme le milieu pénitentiaire, ça oblige à un moment le pouvoir politique à répondre parce qu'il y a d'un seul coup un besoin qui est exprimé par l'ensemble de la population. Donc je trouve que le monde associatif et syndical, il a un rôle d'action directe auprès d'un public visé, mais aussi un rôle de conscientisation, d'entraînement, d'expression des besoins de la société pour faire que demain, un besoin se transforme, enfin on y trouve une réponse sous la forme d'une politique publique qui accompagne des acteurs locaux. Et vous trouvez que les politiques publiques au niveau national en matière d'illettrisme ne sont pas suffisantes, qu'il n'y a pas assez de cohérence en la matière? Si d'autres veulent répondre, n'hésitez pas. C'est une question difficile ou un peu piège. Ouais. Je pense que ça n'est pas tendu à un manque de volonté politique, mais plutôt à une difficulté de bien identifier ce qu'on entend par une politique de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Et quand je réponds tout à l'heure, je ne fais pas de la lutte contre l'illettrisme, mais par contre je fais de l'action culturelle et je peux vous dire en quoi ça contribue à, on se rend compte d'un seul coup que les acteurs concernés sont très nombreux. Donc il y a une difficulté à bien identifier ce qu'est l'illettrisme. De nombreux ministères se sont saisis de cette question-là et commencent à écrire, comme les collectivités locales, commencent à dire concrètement ce qu'est leur action publique. Et là, je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Nous avons besoin de cadres locaux aussi. C'est aussi à l'échelle locale qu'il nous faut des politiques publiques. Alors, départementales, régionales, intercommunales, ça, j'ai pas de réponse précise. Mais en tout cas, ou peut-être on peut dire aussi, il y aurait une autre façon de faire, c'est que dans les différentes politiques publiques locales, on est toujours une préoccupation de lutte contre l'illettrisme. Comment, dans un projet éducatif de territoire que signe une commune pour mieux coordonner le temps scolaire, le temps périscolaire, la place des parents, la place des acteurs associatifs, comment, dans un projet éducatif de territoire, on se saisit de la question de l'illettrisme, par exemple, ou un plan local de lutte contre l'insécurité, enfin, toutes les politiques publiques locales peuvent être passées à la moulinette de cette question de la lutte contre l'illettrisme en mettant autour de la table les acteurs de terrain. Moi, je voulais juste rajouter un mot. Effectivement, les politiques publiques, elles sont essentielles, il faut les coordonner. Mais je trouve aussi, et de par mon expérience uniquement sur l'univers carcéral, mais je pense que la situation d'illettrisme, chaque personne qui la vit de la même manière, je pense qu'il faut aussi qu'on intervienne. On disait ce matin, il faut en parler en fait. Il faut continuer à en parler et dire qu'il y a quand même 2,5 millions de personnes qui sont dans cette situation. Un, pour changer les regards de la société civile, mais deux, pour changer aussi le regard de ces personnes-là sur elles-mêmes, pour qu'à un moment, elles arrivent d'elles-mêmes à rompre l'isolement. On voyait ce matin avec Aline, c'est-à-dire qu'on est venu la chercher et d'elle-même, elle n'est pas allée dire « aidez-moi ». En fait, c'était compliqué de dire ça. Elle l'a quand même dit, hein. Elle a quand même demandé des formations, mais elle a jamais, enfin, à ce moment-là de sa vie, elle n'a pas trouvé les formations adéquates. Oui. Mais elle avait quand même des difficultés à en parler dans son milieu professionnel. Et donc, par exemple, quand on va en détention et qu'on explique, la première fois où je suis allée en détention, donc j'explique le projet de ce concours, pourquoi, et donc j'utilise le mot illettrisme. Et je savais que j'avais en face de moi des personnes qui étaient en situation d'illettrisme, puisque les enseignants me l'avaient dit. Et j'ai senti, en fait, d'ailleurs on me l'a même dit, on me dit « mais pourquoi vous utilisez ce mot d'illettrisme ?» en fait, comme si c'était insultant, en fait. Donc je pense aussi que ce qu'il faut, c'est effectivement qu'on continue à en parler pour arriver à casser cet isolement et un peu ce tabou, voilà, qu'on peut avoir par rapport à ça, pour que les personnes qui sont dans cette situation arrivent à le dire et n'aient plus cette honte en fait qu'elles portent sur elles. Oui. Du coup, j'ai envie de dire trois choses. Premièrement, je vous parlais tout à l'heure de l'outil qu'on a mis à disposition de nos équipes pour, en quelque sorte, faire face à la question de l'illettrisme. Mais si on s'arrêtait là, on sait très bien que du coup on serait très limité dans la réalité de l'action, parce que on peut mettre tous les outils qu'on veut à disposition. Il faut aussi permettre à nos équipes d'aborder humainement cette question, dans le sens où tout ce qui a été dit dans la table ronde, de la difficulté de détecter et puis la difficulté d'en parler et de prendre en compte cette demande qui s'exprime de façon très diverses. Toutes ces questions-là, je veux dire, ça ne se trouve pas dans une fiche pratique. C'est vraiment dans les réflexions qu'on va mener autour des formations que nous donnons, nous, à nos délégués syndicaux. Et c'est un élément que nous voulons mettre de façon un peu spécifique dans les formations des délégués syndicaux. Je suis responsable
responsable de la formation syndicale au sein de la CFDT, c'est un des points sur lesquels on veut avancer pour que ce soit que les outils, on s'en saisisse, quoi. C'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, je voulais insister, mais ça a été dit, donc je vais passer rapidement, mais il me semble fondamental, sur la question du territoire. Parce que nos militants, ils sont présents dans des entreprises un peu partout en France, etc. On ne peut pas, nous, depuis Paris, leur dire, voilà, les solutions chez vous, c'est à tel endroit, etc. Enfin, je veux dire, ce serait une cartographie assez gigantesque et en plus, la remise à jour régulière. Enfin bon, bref. Donc, la vraie question, c'est comment on insère finalement les volontés d'agir qu'on peut trouver chez nous dans des territoires qui sont prêts à les accueillir avec donc les lieux où on peut en parler et les lieux où on peut avancer. Donc je pense que cette notion-là, elle a été dite, je ne reviens pas. Le troisième point, on a parlé de la société civile organisée, donc et c'est vrai qu'il y a quand même des lieux dans lesquels on peut faire avancer cette prise de conscience, parce que je crois que si on veut que les politiques elles s'inscrivent dans la durée, il faut aussi apporter cette prise de conscience. Les Césaires ont fait beaucoup de travail, les Césaires, donc comités économiques et sociaux, environnementaux, régionaux, dans lesquels on retrouve la plupart des acteurs qui travaillent sur le sujet, ont fait des travaux importants sur cette question-là. Je pense qu'ils méritent d'être valorisés. Et je pense, par contre, c'est une vision qu'on commence à sentir, autour de cette mobilisation sur l'illettrisme, il faut donner à voir, alors ne serait-ce que pour la cohérence peut-être, mais aussi pour que chaque acteur sente bien qu'il est inclus dans un mouvement qui dépasse un peu quelque part ce qu'il fait lui-même. Et donc on caresse l'idée, parce qu'on commence juste à y travailler, peut-être d'avoir un avis du CESE, alors le Conseil économique et social environnemental national, celui-là, qui devrait d'ailleurs s'appuyer sur les travaux différents des Césaires pour donner de la réalité et du corps à ce qu'il veut faire, pour montrer justement ce qui est fait actuellement, la manière dont c'est fait, en mobilisant tous les acteurs autour de et avec des entrées différentes, avec des approches différentes, et en même temps partager ce qui marche et aussi reposer, ça a été dit, mais je réinsiste, la question de l'évaluation pour pouvoir dire, ben voilà, la société civile, elle se mobilise sur cette question-là, elle obtient des résultats, ben, il faut continuer, quoi, enfin, tout simplement. La question, oui. Pardon, c'est juste sur 2 points, un en interne et en externe. Sur les partenariats, je rejoins Alexandre, la notion de durée. Moi, c'est vraiment ce qu'on me demande souvent. Les partenaires nous demandent des financements dans le temps. Et finalement, on est un certain nombre de fondations à le faire, mais pas tant que ça, à engager des partenariats pluriannuels. Et sur ces questions-là, particulièrement sur la question éducative, sur la question de prévention du décrochage scolaire ou de l'illettrisme, c'est particulièrement important. Le deuxième, c'est plutôt au côté entreprise, où moi j'ai été assez surprise. À la fois, l'entreprise a parfaitement adhéré à l'idée que sa fondation puisse travailler sur ces questions-là. Et à la fois, quand j'ai été voir mes collègues RH en leur disant, bon, on s'occupe de l'extérieur et c'est très très bien. Est-ce que par hasard, on ne pourrait pas faire quelque chose en interne? Et j'ai été alors je généralise pas, hein, je parle pour mon entreprise. J'ai été extrêmement surprise de leur réponse immédiate qui était alors, nous, enfin, on n'a pas de personnes en situation d'illettrisme dans l'entreprise, on recrute à bac plus X. Bon, et là, j'ai eu un grand moment de solitude, franchement, où vous dites, oh, faut reprendre tous les fondamentaux, quoi. Leur réexpliquer que 51% des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi, etc., etc. Bon, c'est mon job, hein, donc j'y vais et on le fait, mais c'est comme... Alors que quand on a créé le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire avec des entreprises beaucoup plus petites qu'un groupe comme Aéroport de Paris, pour eux, ça a été assez évident de se dire, oui, on a des salariés illettrés. Alors, est-ce qu'ils en sont plus proches au quotidien, je ne sais pas, peut-être. Mais moi, ça me frappe sur des gros groupes comme ça. Alors, je ne sais pas comment c'est chez M6, chez Orange, chez SNCF, Catherine doit être dans la salle, ça réagit. Mais moi, ça me surprend. C'est quelque chose qui me surprend encore beaucoup. Donc, on a quand même un vrai travail dans les entreprises, dans nos propres entreprises à faire. Et ça peut peut-être passer effectivement par le biais des fondations. Je vais laisser la parole au général Pontiès parce que je crois que vous devez nous quitter. Oui, je vais vous quitter malheureusement pour attraper mon train.
Deux mots rapidement. Maître, vous avez beaucoup insisté sur la prévention. Il y a un mot qu'on ne retrouve pas trop souvent dans nos débats, c'est celui de famille. Et je pense qu'on a quand même sans doute une réflexion à avoir sur le rôle et la place de la famille. Alors au sens large, on sait qu'aujourd'hui, la famille peut prendre des formes très différentes, mais je pense qu'on a quand même une réflexion en profondeur à mener sur le rôle et la place de la famille dans la prévention de l'illettrisme. Et la deuxième chose, madame, vous avez dit qu'il fallait changer le regard sur l'illettrisme et la sémantique est importante. Moi, j'aimerais qu'on considère que tout ce qui se fait dans l'illettrisme est en fait une action d'investissement, c'est-à-dire une action d'optimisme dans l'avenir et une action qui consiste à tirer l'ensemble de la société vers le haut et non pas quelque chose qui doit être vu comme curatif, une rustine sur un pneu crevé ou des choses de ce type-là. Et je pense que si on arrivait à inverser les valeurs, je pense qu'on finirait aussi par inverser les regards. Voilà, je vous remercie de votre accueil et de votre attention. Eh bien, merci beaucoup et bon retour à Paris. On peut l'applaudir. Le général Pontiès parlait de famille. Moi, je voudrais juste parler d'éducation nationale. Finalement, il y a des personnes qui se retrouvent en situation d'illettrisme après avoir été à l'école jusqu'à 16 ans. Et ça m'interroge toujours. Je me dis, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que ces enfants-là soient passés à travers les mailles du filet ? Enfin, que l'enseignement n'ait pas porté ses fruits, oui, mais que personne ne les ait repérés, ça me paraît étonnant. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Pour le coup, je pense qu'il le sent. Enfin, on soutient une émission avec RCF le samedi matin, le bonheur de lire, dans lequel on a reçu un témoignage tout à fait clair d'un jeune qui a expliqué qu'en début d'année, au collège, il allait expliquer à ses profs qu'il ne savait pas lire. Je pense que ce n'est pas le seul à l'avoir fait, et les profs sont capables de le voir assez rapidement. Mais pour autant, on ne lui a rien proposé en parallèle. Et je ne suis pas certaine, très honnêtement, que les profs aient les moyens ou la capacité d'accompagner spécifiquement ces élèves, parce qu'on revient à un accompagnement individuel, du coup. Or, ils ont un programme à tenir, ils ont des chapitres à tenir sur l'année, etc. Et franchement, je ne suis pas certaine. D'où l'intérêt d'avoir une prévention très, très, très en amont dès le CP. Oui. Bon, alors je vais prendre une ancienne casquette. Je suis enseignant de métier au départ, et puis j'ai été responsable syndical dans l'éducation nationale. Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous avez dit, c'est que l'éducation nationale, telle qu'elle est constituée, organisée aujourd'hui, peine énormément à prendre en compte les situations individuelles qui peuvent être problématiques de certains élèves. Et donc, il y a toute une réflexion à mener sur mais qu'est-ce qui nous oblige obligatoirement à constituer nos classes de telle manière qu'il faudrait que chacun arrive à la même heure, au même endroit, suivant son cursus, et qui fait que, je vais vous donner un chiffre approximatif, parce que je l'ai un peu oublié depuis, mais qui va peut-être vous éclairer. À la fin du CP, vous avez 2 fois plus de chances de redoubler le CP, parce qu'on considère que vous n'avez pas acquis la lecture, et vous n'avez pas acquis la fin de CP, ça veut dire redoublement dans beaucoup d'endroits, si vous êtes né en décembre que si vous êtes né en janvier. 2 explications possibles. Ça paraît assez logique d'ailleurs. Vous croyez que les enfants nés en janvier ont plus de capacité intellectuelle? Non, mais ils ont 12 mois d'avance. Et bien voilà, et simplement... Ça fait beaucoup à cet âge-là. À 6 ans, 12 mois d'avance, c'est quand même beaucoup. Et notre système, tel qu'il est organisé, considère que tous les élèves qui sont rentrés au CP ensemble en septembre doivent tous être au même point à la sortie. Et évidemment, comme vous le constatez vous-même, bien sûr, à cet âge-là, 12 mois d'écart, c'est gigantesque. Bon, ça c'est un premier point. Donc la capacité à prendre en compte les situations. Ensuite, il y a la question de la formation des enseignants. Je veux dire que alors, je ne pense pas qu'on puisse demander aux enseignants d'être les acteurs effectifs de la lutte contre l'illettrisme
pour chacun des élèves, parce que ça, enfin, là c'est une expérience personnelle dont je vous témoigne, c'est pas le même métier. Hein. Donc quand on a en face de nous quelqu'un qui a une vraie difficulté de lecture, il faut pas y aller avec sa simple bonne volonté. Bon, et je ne pense pas que ce soit du coup le travail de l'enseignant lui-même dans sa classe, mais la capacité à détecter, à être attentif à ce qui se passe, et du coup et la connaissance des partenaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour, eh bien ça, ce sont des éléments, entre nous, sincèrement, la plupart des enseignants en sont démunis. Donc vous voyez que il y a là, alors, et puis je voudrais aussi qu'on ne confonde pas une chose, parce que c'est important, alors pour la suite, là je remets ma casquette actuelle, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui sortent du système scolaire avec une maîtrise peut-être pas complète, peut-être pas, je veux dire, parfaite, de la lecture ou de l'écriture, mais qui la perdent ensuite. Parce qu'il y a aussi la façon dont, en particulier dans le domaine professionnel, on va entretenir ces capacités-là. Et là, moi, je dis qu'il y a une responsabilité de l'entreprise à maintenir cette capacité-là, et une responsabilité que beaucoup d'entreprises n'assument pas. Effectivement, c'était le témoignage d'Aline ce matin qui disait qu'elle avait perdu, au fil de sa vie professionnelle, les capacités et les connaissances qu'elle avait. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, signaler tout de même que le ministère de l'Éducation nationale, il y a 3 ou 4 ans maintenant, a lancé un grand plan de lutte contre le fatalisme. On a évoqué personnes illettrées, décrocheurs, parce qu'en effet, pour les jeunes gens, c'est sans doute ceux qui décrochent du système scolaire tôt, qui vont se retrouver plus tard peut-être en situation d'illettrisme. Le grand plan de lutte contre le fatalisme, c'était l'idée qu'il y a 150 000 décrocheurs par an et qu'on ne peut rien y faire. Parce qu'un prof seul dans sa classe n'a pas le temps, n'a pas les conditions réunies pour s'occuper du plus mauvais élève qui décroche tranquillement tout au long de l'année. L'institution, dans son ensemble, s'est organisée, a conscientisé la difficulté et a décidé de répondre en disant « nous allons passer sous les 100 000, sous les 90 000 jeunes qui décrochent chaque année ». Et l'objectif a été atteint parce que le ministère a mis en place, enfin a conscientisé réellement et a écrit une politique de prévention de lutte contre l'illettrisme, très liée à la lutte contre le décrochage scolaire. Donc en fait, on est en train de résoudre ce problème-là. Et en effet, je rejoins ce que tu disais à l'instant, c'est aussi, alors c'est le système global qui est en train de s'améliorer de ce point de vue-là. C'est un travail d'équipe dans les établissements scolaires et il faut que les établissements scolaires s'ouvrent aux ressources du territoire, l'association qui fait cela, la fondation qui est capable de financer un projet particulier. Et puis enfin, ce sont les individus éducateurs, et on en revient à la question de la formation des enseignants, pour qu'ils soient outillés sur cette question-là, outillés sur comment je repère un phénomène de décrochage et comment j'accompagne un individu, un jeune individu, un élève et sa famille pour lutter contre la lente dérive qui amène au décrochage total. Et puis arrêtons de parler de décrocheurs, parlons peut-être plutôt de décrocher du système scolaire. Juste, c'est très juste et je m'en veux de ne pas avoir souligné cette politique publique, encore une fois, qui fonctionne et qui a donc des évaluations qui montrent qu'on est en train de faire baisser le nombre d'élèves qui sortent du système scolaire en situation de décrochage. Je pense que ça mérite d'être souligné avant qu'on remette en cause une telle politique pour d'autres raisons. On arrête là. Oui, de toute façon, je vais vous passer la parole à chacun pour un petit mot de conclusion sur votre espoir un jour de ne plus avoir à être sur cette scène pour parler d'illettrisme. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui peut, à terme, être réglée ? Alors, je vais conclure, mais je vais aussi rebondir sur ce que vous disiez. Je pense qu'effectivement, on a quand même, d'une certaine manière, une défaillance du politique. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aujourd'hui, notamment pour des questions de durée, assumer toutes les politiques volontaristes qu'on pourrait vouloir mettre en place. Et que donc, à un moment, il faut faire des choix. Et que, parallèlement, il existe aussi plein d'initiatives locales, régionales, de la société civile, mais aussi des administrations publiques et locales, qui s'investissent, qui travaillent. Voilà. Il se trouve qu'effectivement, lorsque on est plus longtemps ancien ministre que ministre, et que du coup, effectivement, avoir une politique publique de long terme, c'est là la vraie difficulté, en fait. Parce que chaque ministre veut, effectivement, d'une certaine manière, laisser sa marque, et donc va faire des choix
et qui peut-être iront à l'encontre d'autres choix qui auraient pu être mis en place. Et donc il y a je pense, une vraie réflexion à avoir sur des politiques publiques menées en dehors d'une certaine manière de la temporalité politique. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, sur le deuxième aspect plus pédagogique, et je vais aussi enfiler une autre casquette qui est aussi celle d'enseignant à Sciences Po, où il a été décidé, effectivement, par Richard Descoings, de faire en sorte que les lycées les lycées de zone d'éducation prioritaire puissent aussi avoir accès aux grandes écoles, considérant qu'il n'était pas forcément moins malin que quelqu'un qui avait eu la chance d'être dans des bons lycées. Et donc ce processus a été fait, et depuis 2 ans, à Sciences Po, a été mis en place un programme booster, qui est donc l'été, où justement on met en place pendant une semaine une sorte d'adaptation, comme vous le disiez très justement, c'est-à-dire que chaque élève a sa spécificité, et heureusement, et que donc du coup, parce ils ont été dans ce programme-là choisis, et qu'en plus on a choisi ceux qui avaient le plus de difficultés, on les a fait venir effectivement dans ce programme booster, et qui pendant toute une semaine les permet justement sur l'écrit, sur plein de choses, et Dieu sait ils ont tous eu des bonnes mentions au bac, mais il y a effectivement un certain nombre de choses plus personnalisées. Sur les codes aussi de comportement, sur les codes, sur le plan de partie, les références culturelles, etc. Voilà. Et du coup, c'est vrai que, heureusement que Sciences Po a mis en place ce système-là pour ces élèves-là, ces étudiants-là, parce que sinon, effectivement, le système en lui-même ne peut pas non plus tout couvrir. Et du coup, la difficulté que vous avez soulignée, lorsqu'effectivement vous êtes dans une situation d'illettrisme dans un lycée ou dans un collège, eh bien effectivement il y a peut-être un défaut d'information, un défaut d'accès à ces programmes-là, et ça c'est extrêmement important qu'effectivement la communication, la prévention soit mise en place pour mettre en place toutes ces choses-là. Voilà pour le rebond que je voulais faire sur les dernières choses. En termes de conclusion, moi je pense que d'une certaine manière, il faut prendre les faiblesses de la vie comme une chance, c'est-à-dire que d'une certaine manière, effectivement, ils sont dans une situation d'illettrisme, mais c'est pour eux d'une certaine manière une chance de pouvoir sortir de cette situation-là et de faire en sorte que ça soit une aventure gagnante pour eux. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit dans l'association, c'est que effectivement, ces gens qui sont allés en détention, c'est pas forcément le parcours de vie qu'ils auraient imaginé lorsqu'ils étaient jeunes et qu'ils avaient des rêves pour eux. Mais que justement, le fait qu'ils se trouvent dans ces situations-là, nous pouvons les aider à trouver leur propre chemin. Et moi, j'ai toujours pensé, moi j'ai été construit par le livre, que le livre est effectivement ce formidable moyen de s'approprier sa propre vie. Parce que pour la plupart des gens qui sont en détention, mais qui sont aussi d'une certaine manière en situation d'illettrisme, cette espèce de fatalisme que finalement ils sont dans un tunnel dans lequel ils ne pourront pas sortir. Et bien justement, le livre, la lecture, toutes ces choses merveilleuses leur apprend en fait qu'ils ont une vie à eux et qu'il n'est pas un destin qui est tracé pour aller dans un mur, mais qu'au contraire c'est un destin qui leur offre 1000 vies, 1000 aventures, et que justement c'est par la voie du livre en fait qu'ils arriveront à trouver ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et dans les différents ateliers qu'on peut voir avec ces personnes détenues, on voit très très bien en fait la transformation profonde que la lecture d'un livre apporte. Et on voit vraiment parce que nous on fait des fiches de lecture de retour, combien en fait le fait de leur faire confiance les change profondément. Et donc on a plein de témoignages, notamment de quelqu'un qui disait j'ai plus lu en 2 ans qu'en 45 ans de vie. Et je pense que c'est ce qui fait la force en fait et la magie d'une certaine manière d'un livre, c'est que ça permet à une personne d'être profondément ce qu'elle est. Et je pense que ce qu'elle est, ce n'est pas forcément ses difficultés, mais c'est plutôt au contraire les formidables choses qu'elle détient en elle. Voilà. Merci. Si vos conclusions peuvent être plus rapides que celle de Maître Duval-Stala, oui, c'est ce que je me disais en vous écoutant. Bien noté. Peut-être effectivement un très court mot de conclusion pour dire qui rejoint votre préoccupation de tout à l'heure. Comme nous le voyons, c'est une question qui appelle des compétences et des regards très différents. Il est, je crois, relativement compliqué de définir, de circonscrire, disons, cette question-là. Et je trouve que, par ailleurs,
les politiques, il serait dommage, les pouvoirs publics, j'entends, de leur laisser à eux seuls la main sur cette question, parce que les témoignages que nous venons d'entendre, non pas que je veuille me défausser, évidemment, mais les témoignages que nous venons d'entendre nous montrent que la vitalité, elle est du côté de la société civile. Peut-être au pouvoir public de donner un cadre et d'assurer un financement pérenne, d'accompagner, d'aider le mouvement associatif à se structurer, mais pas faire à la place des autres. Si je prends l'exemple du conseil régional, le conseil régional sait financer des actions, sait accompagner les porteurs de projets. En revanche, des initiatives comme celle-ci, comme celle-là et toutes les autres que nous venons d'entendre, je trouve qu'il est heureux qu'elles émergent de la société, qu'elles ne soient pas décrétées par les pouvoirs publics, chacun dans son rôle et dans sa compétence. Et c'est là que nous serons, je pense, les plus performants, efficaces et performants, et la réussite sera au rendez-vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Moi, je vais être très brève, Nathalie. Merci. Juste vous livrer une parole, voilà, qui a été échangée lors d'un atelier d'écriture sur la dernière édition de ce concours Au-delà des lignes. Il y a un de nos participants, une personne détenue donc, qui nous a dit moi, les mots MOTS, à travers ces ateliers d'écriture, m'ont permis d'évacuer mes mots MAUX. Voilà, donc on était plein d'espoir quand on est sorti en fait de cet atelier. Merci. Alors, pour avoir un message d'optimisme, je vais citer un exemple de une action syndicale dans une entreprise, Fleury-Michon en Vendée, une entreprise donc, où on était sur la transformation plutôt des ports, avec des grandes difficultés de reconversion, etc. Et une action syndicale menée par la section syndicale locale qui a mis en place un programme de formation dont j'ai oublié le nom. Il y a le camarade qui est dans la salle, je pense qu'il va m'en vouloir, mais bon, bref. Donc, et qui a permis de détecter les difficultés et de remettre tout le monde dans ce sujet-là. Il a fallu convaincre le DRH, etc. Mais le résultat de l'affaire, c'est qu'ils ont voulu qu'il y ait une remise de diplôme à la fin de cette formation diplômante, et les témoignages qui recueillis des personnes qui ont suivi ce parcours et qui du coup sont rentrées dans un autre parcours pour pouvoir rebondir après professionnellement, voilà, ça montre que l'action collective, ça marche, ça réussit, et donc je pense qu'avec de tels exemples, eh bien, un jour on sera plus ici pour parler d'illettrisme, mais peut-être d'autres choses. Merci beaucoup. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, je suis très optimiste aussi, si tant est qu'on ait une vraie prise de conscience que plus on fait de la prévention tôt, jeune, plus on arrivera à éradiquer effectivement cette difficulté qu'on peut rencontrer ensuite à l'âge adulte. Je ne suis pas sûre, honnêtement, qu'on en ait encore complètement conscience. Merci beaucoup. Vous faire partager 3 mots. Innovation, investissement social et soutien à la fonction parentale. Ça va vous surprendre. Mais la première chose, c'est de dire que à travers tout ce qu'on a exprimé autour de la multiplicité des initiatives, finalement, ce que je regarde, moi, c'est toute la richesse de l'innovation autour de ce sujet, et on voit bien que c'est cette richesse-là qu'il faut poursuivre en termes d'innovation. Mais en revanche, l'innovation, ça suppose peut-être une structuration. Le général parlait tout à l'heure de l'investissement. Alors moi, je travaille dans un service public, donc j'ai une culture de l'investissement, mais dit investissement social, c'est-à-dire que cet investissement que nous partageons et qui se démultiplie, il faut qu'on l'entoure à travers une démarche d'évaluation. C'est en quoi notre démarche va apporter un certain nombre de réponses à la société, et on le voit bien à travers l'expérience des prisons qui est complètement révélateur. Il y a des multiplicités d'éléments, mais je pense qu'on a un vrai besoin sur ce sujet d'intégrer cette approche multidisciplinaire autour de l'investissement social. Et puis, alors je suis directeur de caisse d'allocation familiale, vous m'en excuserez, mais je ne peux pas ne pas parler du soutien à la fonction parentale, qui est un sujet majeur, et un sujet majeur autour de la question de l'illettrisme, parce qu'il y a une vraie inégalité entre les enfants, parce que la cellule familiale est absolument fondamentale autour de cela, et je crois qu'on a encore beaucoup à travailler sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos partenariats l'accompagnement à la scolarité. Quand nous on finance des actions d'accompagnement à la scolarité, on exige
que le parent soit présent et qu'il soit partie prenante. C'est ça qui fait la différence avec l'aide aux devoirs et c'est ça qui fait la richesse de la dynamique, c'est redonner la place aux parents dans l'éducation de l'enfant et notamment au travers de ces questions d'illettrisme. Merci beaucoup. Alors oui, je suis résolument optimiste. Je n'ai pas de chiffres, de statistiques, mais je pense que ce pourcentage de personnes illettrées en France, on peut sans doute encore le faire baisser beaucoup, parce que nous sommes convaincus, sans doute tous dans la salle, pour le dire en techno, de l'éducabilité de tous. Cette idée qu'on se sort d'une situation d'illettrisme à tout âge, qu'on a accès à la connaissance à tout âge, enfin voilà, cette idée d'émancipation, ça ne se joue pas entre 0 et 18 ans, ça se joue tout au long de la vie. Et puis un point, parce que nous ne l'avons pas assez souligné cet après-midi, on a parlé dispositif public, politique publique, et ce matin, les témoignages dans la table ronde étaient très intéressants de ce point de vue-là. Nous n'avons pas assez souligné la place particulière qu'il faut faire quand nous établissons des procédures, des actions, des politiques aux usagers eux-mêmes, c'est-à-dire l'expertise. On a eu un très beau témoignage, mais l'expertise des personnes qui sont sorties de situation de l'illettrisme, comment on peut les associer directement à l'élaboration de solutions demain. Voilà. Merci Hélène Grimbel et merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et puis bonne continuation, parce que je crois que demain, vous avez encore d'autres ateliers. Merci beaucoup.